Bonjour Astrid, Bonjour Simon. on te reçoit dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Et demain. L'idée, c'est de donner la parole à des gens qui aujourd'hui prennent des décisions, bâtissent un peu l'avenir de notre société et qui soient capables de nous donner leur vision de demain. Donc déjà, merci d'être parmi nous. Avec Et pour plaisir. démarrer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi je suis Astrid Fauré, je suis présidente de la société Axidoc. J'ai 33 ans et je gère la société depuis maintenant 5 ans. Voilà. Dans tout ce qui est matériel d'impression, téléphonie, informatique et dématérialisation. Aujourd'hui, à la tête de ce groupe-là, qu'est-ce qui t'a amené, ton parcours un petit peu, ça va nous intéresser pour comprendre où on en est aujourd'hui. Alors mon parcours, moi j'ai fait une école de commerce. J'étais à Toulouse et je suis partie en alternance chez Axidoc. Donc Axidoc, c'est une société familiale, c'est la société que mon père a créée. Et je suis partie faire mon master en alternance en tant que commerciale. Donc on m'a laissé à l'aventure, essayer de conquérir des clients, suivre certains clients, etc. J'ai terminé mon master et je suis restée chez Axidoc, toujours en tant que commerciale. Donc là, on m'a ouvert un peu plus de comptes stratégiques. Et après, j'ai continué à évoluer. Je me suis occupée des jeunes entrants. En fait, pour me former au management tout doucement, on m'a fait gérer les nouveaux entrants de la structure pour les former, les accompagner en clientèle, etc. Et bon, un événement brutal a fait que j'ai perdu mon père et j'ai repris du jour au lendemain la société. C'était en 2018. Donc, je suis arrivée, voilà, dans un groupe que je connaissais déjà depuis quelques temps. Et puis, il a fallu retrousser les manches et reprendre cette société familiale. Tu as parlé un peu de moments où tu as initié au management. Mm. Ça veut dire que dans cette aventure familiale, il était quand même déjà acquis qu'à un moment, tu allais être à la tête de cette société. Oui, en tout cas, on s'était toujours dit ça. Mon père voulait absolument que je reprenne la société. Moi, au final, enfin, je me suis épanouie. Franchement, le commerce, etc., c'est un truc qui est très enrichissant personnellement. Le management encore plus parce qu'on touche directement à l'humain et moi c'est des choses qui me parlent et donc j'ai trouvé mon équilibre et oui je me disais enfin si on peut reprendre une entreprise familiale c'est enfin je trouve ça génial si je m'épanouissais toujours autant je l'aurais reprise quoi qu'il arrive je pense ouais. Tu nous as partagé ce moment un peu brutal. À ce moment-là, tu es confronté à un choix. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que le choix que tu as pris, qui est un choix courageux, hein, pas là pour te jeter des fleurs, mais c'est la réalité, a été de te dire allez, je reprends. Peut-être même je me sens pas prête pour ça, Mhm. mais j'y vais, je lâche pas et j'avance. Bon, enfin, franchement, ça m'a pris un an de choisir est-ce que je suis prête à y aller ou pas. Donc, il y a une année intermédiaire où ma mère qui était dans la structure était là. Mon père avait un associé, donc ils ont repris les choses. Moi, j'avais le management de beaucoup d'équipes et puis j'ai essayé dans cette année-là de peser le pour et le contre et de me dire, OK, si je la laisse, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les plus, c'est quoi les moins? Si je continue, pareil. Euh, pour la petite anecdote, je suis même partie m'exiler 3 semaines au Pérou toute seule pour vraiment être sûre de moi. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, là c'est bon, ça fait un an, j'ai passé mes 3 semaines, je suis prête, je veux la reprendre, c'est bon. Ok, tu as fait la technique du Le mois plus, c'est à moins. soi, le Pérou, Le pourquoi pas. Pérou, voilà. Tu conseilles donc aux gens de faire ton D'aller au investissement. Machu Picchu, de regarder droit devant et se dire, allez, j'y vais ou j'y vais pas. Non, Ok. mais il faut tout analyser. J'avais un an quand même où j'étais dans la structure, où j'étais de plus en plus impliquée dans les choses, parce qu'en fait, quand on est manager commercial ou autre, on se rend pas compte de tout le derrière de la gestion d'une entreprise. Moi, je connaissais pas mal de choses, mais je savais pas les relations avec les fournisseurs, je sais pas moi, les points financiers, les points avec les banques, enfin tout ce qui est le quotidien d'un chef d'entreprise, j'en avais pas la mesure. Et pendant un an, on m'a impliquée dans tout ça, donc j'ai eu le temps de voir, ok, demain mon quotidien ça va être ça va plus être avec par exemple avec les vendeurs, les accompagner, être avec les clients beaucoup moins, bon voilà. Donc ouais, c'est un plus moins ce qui a fait prendre la décision. Tu parles de ce qu'il y a derrière la gestion d'entreprise. C'est vrai que c'est des métiers qu'on découvre, en fait, Mm. souvent les pratiquants.
Ce qu'on comprend là, c'est que toi, ce qui t'a permis de réussir la transition, c'est que tu as eu cette période où on t'a donné au fur et à mesure un peu une vision de ce qu'il y a derrière la gestion d'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui a quand même fait que la bascule que tu as faite ait été une réussite? Je pense qu'il faut. Alors, moi, la difficulté, c'était de me sentir légitime dans ma prise de poste. Parce qu'en fait, quand ça arrive brutalement, enfin, moi, en tout cas, inconsciemment, je me disais, bah ouais, enfin, je suis là parce que je suis là, quoi. Je suis pas là parce que je. Voilà, la fille à papa, Oui, la fille à la fille du papa, ou ouais, par exemple, je l'ai jamais vécu. Mon père était exigeant, donc et on n'a jamais eu de traitement de faveur. J'ai été comme les autres, mais au moment où je prends la gestion de la boîte, je me dis bon, est-ce que vraiment tu es à la hauteur de ça? Parce que là, c'est parce qu'il y a un événement qui arrive, mais est-ce que oui ou non, c'est fait pour toi? Et donc, je pense que c'est important de prendre confiance en soi et de se sentir légitime, parce qu'à ce moment-là, en tout cas, pour moi, j'ai eu un déclic de me dire, OK, de toute façon, là, je suis à la tête de cette structure et elle ne me ressemble pas du tout. Enfin, en tout cas, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais moi, en fait, Axidoc, c'est pas moi. J'ai aimé le métier de commercial, de manager, mais c'est pas moi. Et l'idée, c'est de prendre confiance et je pense, c'est de foncer et de mettre le maximum de choses en place pour que l'entreprise te ressemble au maximum. Quand l'entreprise te ressemble, tout est, à mon sens, plus facile. La gestion de l'humain, la gestion au quotidien, le choix des fournisseurs, le choix des produits, tout ça. Donc, je pense que ce qui a réussi, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, tant pis, je fonce. Alors, ça a été, voilà, ça a été des grosses vagues de changements. Je l'ai imposé aux salariés qui étaient dans la discussion, bien sûr, mais ils l'ont vécu avec moi, toute cette transformation. L'Axidoc d'avant et l'Axidoc d'après, c'est pas du tout le même. Mais je pense que c'est ça qui a fait que ça s'est bien passé parce que ça me ressemblait. Du coup, je m'épanouissais. Du coup, bosser à fond pour mettre tout ça en place, c'était pas un problème. Et puis voilà, quoi. Comment on prend confiance en soi dans ce moment? Parce que c'est quand même un moment difficile, Ouais. en dehors du côté professionnel. Donc, il faut réussir à gérer un deuil, il faut réussir à gérer Mm. une pression, une attente. Ça reste l'entreprise familiale. Mm. Donc, je pense que pour aller compte, tu as peut-être un moment où tu te dis, bah, est-ce que je vais arrêter tout ce que mon père a construit pendant des années? Donc, tu te fais mettre Forcément. une pression. Qu'est-ce qui fait qu'on prend confiance en soi? Parce que on t'écoute, ok, très bien, mais demain, on se lève, on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est comment on prend confiance. Je pense il faut un peu savourer toutes les petites victoires. En fait, on a tendance, alors je sais pas si ça dépend des caractères ou autre, mais à avoir toujours, bon, là j'ai échoué ou là ça se passe pas bien. Quand on est dans le quotidien, on voit que ce qui va pas. Alors que quand on prend un peu de recul, ben on se dit ah ben finalement j'ai réussi à faire ça, là j'ai changé ça. C'est des petites étapes. Je pense qu'il faut pas avoir un au début, moi, j'ai vu tout d'un coup, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment je vais faire? Il y a tellement de choses. Il faut y aller étape par étape. Et puis, dès qu'on arrive à faire un truc, OK, ça, j'ai réussi à le faire. Donc, bon, l'étape d'après, ça sera pas insurmontable. Après, il faut être accompagné. Enfin, je pense qu'il y a les hommes avec un grand H autour de soi. Enfin, moi, j'ai eu des collaborateurs qui m'ont énormément aidé, qui étaient là dans l'entreprise depuis longtemps, qui m'ont soutenu. Il faut échanger, des professionnels extérieurs. T'en as fait partie par exemple, mais voilà, échanger avec des gens qui sont dans ta situation, alors pas exactement la même bien sûr, mais qui sont chefs d'entreprise et qui se lèvent le matin en se disant où je vais, j'ai des doutes, j'ai ci, j'ai là, en fait on se sent, voilà, on échange, on se dit ben ils partagent la même chose que moi et ça va aller. Je pense que c'est le partage et l'échange plutôt que d'avoir peur de dire ben moi j'ai peur. Je reste dans mon coin, je veux pas dire que je me sens pas de faire ça ou autre. Faut échanger et ça va. Je pense que ça va beaucoup mieux et c'est comme ça qu'on avance. La grande force, c'est d'admettre qu'on a des faiblesses, c'est ça, Ouais, à ce ça fait un peu moment-là. cliché, mais c'est vrai quand même quoi. Ben oui, tu te dis, quoi, je veux dire, à partir du moment où je partage aux autres que ça va pas, Oui. c'est pas pour autant que je suis moins légitime, que je suis Mm. moins doué dans mon job, etc. Par contre, je Non, partage. Et ben, tu te rends compte que les autres, eux aussi, ça va pas. je Dans crois, le monde ouais. de l'entreprise, c'est Mm. ça. J'aime bien l'idée de dégrossir un peu la situation.
C'est Ouais. vrai qu'on est très vite sous l'eau, et puis on se dit, putain, comment ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, ça. Et puis alors là, il y a tout qui arrive d'un coup. Mm. Tu te C'est réveilles à ça. 3 heures du matin avec des yeux comme ça. Voilà. Alors qu'en fait, sois bon dans le moment présent. Ouais. Le moment d'après, il va arriver, mais là, kiffe ton moment présent, fais ce que tu as à faire, tu as réussi, j'enchaîne, je vais dans la suite, et je suis pas toujours dans l'instant de ce qui va, dans l'attente de ce qui va arriver. Il y a un truc, parce que bon, on se connaît, on travaille ensemble, mais là, c'est même pas l'idée de parler de relations professionnelles, c'est plutôt de dire, tu es dans un milieu où tu peux avoir cette étiquette de bah, c'est la fille du patron, donc un peu privilégiée. Tu es dans un milieu un peu machiste aussi. Mm. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu besoin de marquer ton territoire, de faire preuve d'un peu d'autorité en disant, hé, voilà, vous m'avez connu Astrid, commerciale, responsable, etc. Mais là, il y a aussi la Astrid, chef d'entreprise. Est-ce que ça, tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Pour pas non plus trop être dans Mm. l'extrême, Mm. la tyrannie. Ouais, alors au début pas du tout, parce qu'en plus je crois que j'ai pas un tempérament comme ça de base quand même. Je suis plutôt, voilà, j'aime pas m'imposer, enfin j'aime pas m'imposer en tout cas par la force ou par, voilà, c'est pas mon truc. Par contre, je me suis rendu compte que ça ne rendait service à personne. C'est-à-dire à un moment donné, ben tu gères la boîte, tu as des droits, des devoirs, et en fait, en étant un peu en recul sur la position, ça dessert tout le monde. Donc ça, je l'ai compris parce que ben, je me suis plantée et que clairement, en étant un peu en recul et en ne prenant pas réellement ma place, ça ne faisait pas avancer les choses. Et je m'en suis rendu compte, je sais pas, en discutant, en constatant, etc. Et oui, je l'ai fait. Alors, je pense qu'au final, ça s'est fait naturellement. Je suis pas sûre qu'il y ait eu quelqu'un de trop traumatisé, mais oui, je l'ai fait. Ça s'est fait peut-être un peu pour moi. Je me suis mis un coup de pied un peu pour le faire, mais après, ça a été naturel auprès des équipes. Mais à mon avis, c'est nécessaire. Je pense que c'est contre-productif quand on est un peu avec le syndrome de l'imposteur, qu'on est là, on gère la boîte, ouais, mais j'ose pas trop faire ci, j'ose pas trop faire là. Non, c'est pas bon, en fait. Faut aller à fond dans les choses. Et au début, ça m'a beaucoup desservi parce que j'y arrivais pas. C'était compliqué pour moi. Les collaborateurs, tes collaborateurs, ils attendaient de ta part aussi que tu gouvernes. Pas dans le Oui, sens, encore une fois, tyrannie, mais oui, que oui, tu amènes un cap, une direction c'est ça. pour Axidoc, et donc que tu prennes des décisions, et sans être non plus trop dans la volonté de marquer son territoire et de Mm. s'imposer, bah, il y a des moments où tu es obligé de prendre des décisions pour l'entreprise. C'est pas grave si ta cote de popularité, elle chute un peu. Ouais, c'est pas grave. Au final, tout le monde s'y retrouve. Ok, très intéressant parce que, en fait, tu nous parlais tout à l'heure de quand j'ai hésité à prendre la direction de l'entreprise, c'était peut-être plutôt sur côté je manquais de théorie, donc j'ai vu des choses, j'ai appris des choses, et puis en fait, tu te rends vite compte que vraiment ce qui te manquait, c'était plutôt bah, les quelques coups de pied aux fesses que tu t'es mis, les quelques moments Mm. où tu as dû bah, te prendre quelques claques, hein, c'est ce qu'on dit, Mm. pour comprendre que non, il faut que j'agisse comme ça, que je sois peut-être un petit peu plus dur, que j'avance de cette manière-là. Donc la théorie c'est bien, mais dans ton cas, La c'est la pratique qui pratique. t'a amené à évoluer. Mm. Ok. On est ensemble, on est sur une chaîne qui s'appelle Helio. Le podcast parle aussi de développement durable. Et je fais venir quelqu'un qui bosse dans les solutions d'après, dans le papier. On en a parlé un peu en off avant. Le truc, c'est à quel moment, en fait, ce métier, on peut se dire, oui, c'est un métier durable, responsable. Je te connais, je sais aussi que tu es rempli de convictions. Tu nous en parleras un petit peu après. Mais justement, je pense que c'est lié aussi au fait où tu disais, bah, c'est une entreprise qui ne me ressemble pas. Mm. Voilà. C'est quoi la vision que tu as de ton métier aujourd'hui dans une situation, en plein milieu d'une crise de transition, où on se rend compte que bah, les matières premières sont limitées, le papier, pas terrible, hein. Mm. Bon, après, peut-être qu'on a tort, on verra ça plus tard, mais quelle est ta vision aujourd'hui de ce métier-là, de ton positionnement? Bah, c'est sûr que c'est pas un métier, c'est un métier qui est assez ancien et en plus qui a très peu évolué, je trouve. C'est-à-dire la façon de vendre un matériel d'impression, etc., c'est la même depuis facilement 30 ans. Donc sur des systèmes de location maintenance avec en plus du renouvellement assez intense de matériel. Après, la consommation de papier,
Je suis plutôt partagée là-dessus parce que je me rends compte que, en fait, on s'est dit le papier, c'est pas bien. Je m'en souviens quand j'étais en alternance, il y a un prof qui m'a dit mais pourquoi tu bosses chez Xerox? Ton métier il est mort. Enfin, c'est pas du tout d'avenir, c'est n'importe quoi. Bon, au final, on se rend compte que les volumes ils ne baissent pas énormément chez les clients. Et finalement, on s'est dit oui, c'est mieux la démat. Mais enfin bon, la démat, et j'en fais aussi, hein, donc faut tout modérer. Mais la démat à 100%, la sauvegarde de données sur des serveurs, etc. Je suis pas sûre que quand on pèse le papier et la consommation électrique d'un data center, c'est voilà, faut tout regarder quoi. Donc je pense que c'est un métier qui est en pleine mutation, en plein changement, mais c'est un secteur qui a beaucoup de mal à évoluer. Alors il y a des acteurs, il y a des marques qui prennent vraiment le créneau de dire je vais faire l'imprimante la moins polluante au monde. Parce que c'est pas que le papier, c'est les consommables qu'on met à l'intérieur, c'est l'endroit où c'est fabriqué, hein, c'est pas fabriqué en Europe malheureusement. Donc il y a tout ça, il y a des marques qui sont très précurseurs et qui lancent des choses sur le marché qui sont intéressantes, mais je trouve qu'on est un peu en retard clairement. Après, les sociétés comme la mienne qui ont vendu du matériel d'impression depuis des années se sont diversifiées, ont intégré de l'informatique, de la dématérialisation dans les solutions qu'elles proposent. Et en fait, là, je pense, là où on essaie d'être un peu novateur, c'est qu'on essaie d'apporter du conseil aux clients. Maintenant, de dire, OK, on vous met une imprimante, mais on fait la politique d'impression. Voilà, c'est des trucs basiques, hein, mais imposer le recto verso, imposer le noir et blanc, mettre en place des quotas, mettre en place la facilité de scan pour dire, ben ça, plutôt que de l'imprimer, scannez-le, mettez-le à tel endroit. Et on essaye d'apporter quelque chose de global aux clients. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Axidoc et je trouve qu'il y a pas mal de mes confrères qui le font aussi, qui se réinventent là-dessus. Et c'est là où on est en train de changer les choses. Mais on est en retard hein, sur le secteur. Clairement, il y a du boulot, quoi. Bon, il y a des secteurs qui n'ont pas bougé depuis une centaine d'années, hein. Oui, c'est sûr. On peut penser à l'éducation, par exemple. J'ai l'impression que les salles de classe sont les mêmes depuis une centaine d'années. Euh, Comment ça se fait Je te rejoins. Le papier, si on le met face à Mm. une donnée numérique enregistrée sur un data center, etc., au final, si on raisonne en émissions de gaz à effet de serre, Mm. c'est peut-être pas forcément beaucoup mieux. Alors, enfin, c'est vrai que nous, on nous a martelé le papier, on coupe les arbres, Ouais. c'est polluant, le recyclage, etc. Comment t'expliques que la consommation de papier, elle ne bouge pas, elle baisse pas? Alors, j'ai envie de dire que je pense que c'est générationnel. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que dans les structures, il y a encore, il y a 3 générations en même temps et des générations qui ont été encore habituées à travailler au papier. La génération là qui a entre 60 et 50, ils ont été habitués à travailler au papier, donc pour eux c'est compliqué le changement. Moi, je vois mon propre cas, et pourtant j'ai 30 ans, mais il y a des moments où j'ai besoin du papier, quoi. Pour un truc important, je sais pas pourquoi, psychologiquement, c'est plus simple pour moi de le lire sur un papier. Donc, je pense qu'il y a ça qui fait qu'il y a encore pas mal de papier. Par contre, je vois les jeunes générations, et j'en ai dans mon entreprise, eux, ils sont hyper à l'aise avec l'écran, etc. Et à mon avis, quand les autres générations vont commencer à quitter les sociétés, là, on va le constater certainement, la baisse de volume. Parce qu'on aura plus de personnes à l'aise avec l'écran et qui imprimeront moins. Après, il y a autre chose, il y a de plus en plus de données, il y a de plus en plus de choses traitées dans une entreprise, et donc forcément, le volume, il est plus important qu'il y a 10 ans. Donc, même si on imprime moins, on a l'habitude d'imprimer moins, il y a tellement plus de données que l'un dans l'autre, ça se stabilise, quoi. Ouais, donc à l'ère où on nous informe de l'importance d'avoir un peu de sobriété, au final, on est toujours dans une accumulation d'informations, de données. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui change. On a parlé, enfin, tu as parlé au niveau générationnel. Ça, tu le ressens, toi, dans ta structure, tu le ressens chez Ouais. tes clients, mais c'est pas que lié au papier, en fait, c'est quasiment lié à tous les éco-gestes qu'on pourrait nous donner aujourd'hui. Tu sens Oui. dans ton entreprise que, en fonction des choses que tu mets en place, on en parlera après, tu as plus ou moins d'acceptation en fonction de la génération? Non, 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 c'est pas ça. C'était vraiment pas une question d'acceptation, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense que c'est l'éducation, c'est l'apprentissage, et à n'importe quel âge, on peut l'apprendre. Mais c'est dans la façon de travailler. Je pense que quand, depuis, ça fait 20 ans que tu es dans un boulot et tu es habitué à avoir ton dossier papier et à travailler sur du papier,
c'est pas naturel de se dire bon, je le regarde à l'écran, je le travaille à l'écran et je l'imprime pas, quoi. C'est vraiment de la méthodologie de travail à changer, et on le sait très bien dans les entreprises, c'est compliqué de faire changer les habitudes de travail, clairement. Donc c'est de l'éducation, c'est de la communication, enfin, quand on met un logiciel de dématérialisation en place, nous on le fait depuis pas mal de temps, et donc quand on l'a démarré il y a 7 ans, c'était tout nouveau sur le marché. Les gens ne connaissaient pas, avaient peur, etc. Et quand on le déployait chez les clients, il y avait beaucoup le technicien qui déployait ça, il avait beaucoup de pédagogie, d'expliquer, d'accompagner au changement, de rassurer les gens, parce que ça faisait flipper tout le monde. Donc, je pense que ça demande tellement de boulot aux personnes qui mettent en place les choses qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est de l'éducation, du changement d'habitude de travail qui est complexe, quoi. Ça coûte plus cher qu'avant de faire d'impression papier. Non, ça coûte moins cher, bien moins cher. Bah oui. C'est un marché où les prix baissent. Mm. C'est assez... Ta réponse, je ne m'y attendais pas. Tu Donc ça vois. coûte moins cher. Ok, d'accord. Donc, très bien. Donc, ça coûte moins cher d'imprimer du papier. Ok. Tu parles de changer les habitudes. Bon, la réalité, c'est que si personne ne change, il n'y a rien qui va changer. On est d'accord. On est d'accord. Le changement sans changement, ça serait un sacré changement. Comment, toi, tu imagines faire un peu changer ces habitudes? Tu as parlé vite fait de formation, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a des choses que tu proposerais de mettre en place Chez nos clients? chez vos clients, chez vous également? Bah, alors, chez nous, on essaie enfin, moi, j'essaie de mettre des choses en place, que ce soit sur le plan, je dirais plus humain, social, que sur le plan environnemental. Donc, c'est des tout petits trucs, mais voilà, on a changé l'éclairage pour consommer moins d'électricité. On a mis en place le collecteur, je le cite, allez, mais voilà, pour recycler les déchets alimentaires et pour que nos salariés puissent l'apporter. Au niveau des produits, on a mis en place une gamme de reconditionnés, ce qui se fait pas du tout dans nos métiers. Et on a vraiment bossé avec des personnes chez moi pour le mettre en place. Euh, et on propose à nos clients, en fait, on forme nos techniciens, même nos commerciaux, à du conseil. Et ça, je pense que c'est important quand on va chez le client de dire, OK, vous avez telle machine, de lui mettre en face la réalité, ben, vous imprimez tant. Souvent, les clients, ils sont choqués, ils se rendent même pas compte, en fait. Donc, nous, on fait du suivi, on fait ce qu'on appelle des comités de suivi, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est au choix du client, on le lui impose pas, mais on le propose en tout cas. Où on dit, ben voilà, ce trimestre, vous avez imprimé tant de pages couleurs, tant de pages noir et blanc. Le recto verso, c'est tant de pourcentage. Ce collaborateur a plus imprimé que l'autre, etc. C'est tant d'émissions de CO2, tant d'arbres coupés, etc. Et on se met à la fin du rendez-vous avec le client, on dit, bon, on se met quoi comme objectif? Est-ce que vous voulez réduire le volume? Vous voulez le réduire de combien de pourcentage? Et après, on l'accompagne par du paramétrage, par une tour de service auprès des collaborateurs pour communiquer et dire ben, faites attention à ça, des petits mails qui font passer en interne, de l'affichage, des choses comme ça. On tend de plus en plus à ça. Pour rien cacher, ça se fait beaucoup avec les grosses structures parce que vraiment, moi, je le vois depuis pas longtemps. Ils mettent des programmes en place, ils sont sensibles à ça et ils y sont vigilants. Et quand on arrive et qu'on leur dit, ben nous, on propose ça, on fait un comité de suivi, vous pouvez voir votre impact et tout, ils sont très friands de ça. Et je trouve que ça s'accélère là depuis peu de temps. Hein. C'est l'histoire de un an et demi. Et cette méthodologie-là, on essaie de l'appliquer à la TPE-PME, qui est notre cœur de métier, hein, qui est notre cœur cible client, hein, clairement. Là, Astrid, tu es en train de nous dire que tu formes des gens pour accompagner tes clients à consommer moins de papier, et du coup, tu vas perdre de l'argent, toi, dans l'histoire. C'est quoi la logique de ce truc-là? Bah, oui, je perds de l'argent, mais j'ai à cœur de croire que déjà, quand on conseille bien un client et quand on s'occupe bien de lui, on le fidélise et donc dans la durée, ça va payer. Ça, c'est une conviction que j'ai. Deux, bon, à un moment donné, il faut bien que les choses changent parce que sinon, on va pas avancer.
Et puis moi, j'ai fait le choix, quand j'ai repris la structure, de la diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le matériel d'impression, c'est le cœur de métier d'Axidoc, c'est le métier historique, mais on fait d'autres choses. Donc, mon entreprise, de toute façon, il fallait bien la réinventer parce que sinon, elle allait droit dans le mur. Rester, se dire, ah non, moi, je m'en fiche, je vais vendre que du copieur et puis je vais faire que du volume et ça m'est égal, voilà. Enfin, c'était pas ma vision des choses, j'ai pas envie de le faire. Ça implique des investissements, clairement, parce que se diversifier, faire le choix de réduire, de conseiller, etc., c'est une baisse de revenus. Donc, ça impacte le chiffre d'affaires de la boîte, même les résultats, cette phase de transition, clairement, et on le voit, on l'a vu en 2022 et on le voit là en 2023. Mais avec mon associé, on est convaincu que demain, la boîte, elle va rebondir et elle se sera diversifiée. Elle sera à l'image de ce qu'on a envie et elle aura les clients en face aussi qui sont alignés avec tout ça. Et moi, ça me va, quoi. Enfin, voilà, c'est un choix, voilà, c'est un choix qui a été fait. Je partage hein, ton avis, mais ma question a été posée de manière un peu idiote volontairement. C'est qu'aujourd'hui, la règle du jeu des entreprises, c'est d'avoir la croissance du chiffre d'affaires. Et Oui. toi, tu es en train d'expliquer que, bah non, enfin, peut-être que tu as une croissance du chiffre d'affaires, mais en tout cas, sur un client, tu es plutôt dans une volonté de l'accompagner pour qu'il diminue sa consommation de papier. Mm. Alors après, tu réponds à la question qui est comment on adapte ton business papier aux nouveaux enjeux avec cette diversification des métiers que tu proposes. Mais bon, ça reste quand même du temps affecté à expliquer à tes clients comment moins utiliser ta solution. Oui. Non, mais attends, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Mais faut que d'autres le fassent. On est d'accord. Il faut que d'autres le fassent. C'est pas tant moins utilisé, je dirais que c'est mieux utilisé. C'est imprimé intelligemment. Et en fait, c'est mettre des solutions, c'est mettre de l'intelligence sur le copieur qui va accompagner le client à mieux imprimer. Voilà. Peut-être qu'il va pas. Il y en a qui vont moins imprimer, c'est sûr, mais ils vont mieux imprimer. Enfin, la gâche papier dans les entreprises, elle est énorme. Donc, quand on met en place des choses comme vous libérez votre impression grâce à un code, par exemple, quand on lance le PowerPoint de 30 pages et qu'on a fait une faute d'orthographe et qu'on s'en rend compte une fois que c'est lancé, bon, le code, on supprime et on lance le bon PowerPoint. C'est des trucs comme ça, en fait. Donc oui, ça baisse le volume page et ça baisse mon revenu par la force des choses. Mais bon, j'ai fait du conseil, je me diversifie, je fais le choix, oui, de baisser ça, mais il faudrait que tout le monde le fasse, ouais. Mais ça, c'est bon. Ça, dans les mœurs, dans la société aujourd'hui, ça me semble idéaliste hein, de penser que tout le monde va le faire. Hein. Idéaliste, mais est-ce que c'est pas nécessaire? C'est nécessaire, oui. Alors, comment on fait pour que tout le monde pense comme toi? En fait, à expliquer qu'aujourd'hui, il faut avoir un business model qui soit peut-être un peu sur. Alors, le terme décroissance ne plaît pas. Il faut Mm. utiliser le terme sobriété parce que ça implique pas un recul. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je pense que c'est de la enfin, il y a, c'est de la pédagogie, c'est de l'apprentissage en fait. C'est apprendre. Pendant des années, on nous a appris à. Enfin, moi, j'étais en école de commerce, donc typiquement en école de commerce, j'aimerais bien voir ce qu'ils enseignent aujourd'hui. Est-ce que c'est pareil que ce qu'on m'enseignait il y a 12 ans, par exemple? C'était pas en école de C'était la commerce, la croissance. réussite, c'est l'argent, le capitalisme. Complètement, c'était vraiment ça. L'idéal, enfin moi je m'en souviens, il fallait aller travailler dans des grands groupes avec le gros poste, le gros. Enfin, oui, c'était vraiment que ça. Donc déjà, je pense que ça passe par ça, par l'éducation. Alors école de commerce ou d'autres écoles, je sais pas. Moi j'ai fait une école de commerce, je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais d'apprendre que finalement, aujourd'hui, il y a une réalité environnementale, il y a un futur à préserver et il faut complètement changer la logique de tout le monde, mais c'est quand même hyper difficile et même violent. C'est quand toute ta vie on t'a appris, je sais pas moi, à écrire à droite, si tu dois te mettre à écrire à gauche, c'est compliqué, voilà. Mais c'est la même chose. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et un peu comme toi, quand tu as pris les rênes de l'entreprise, à un moment donné, tu as pris des coups et puis tu as changé de posture. Ouais. Là, la question, c'est est-ce qu'on va attendre de prendre des coups encore plus forts que ceux qu'on prend pour changer ou est-ce qu'on est capable de trouver des leviers, des prises de conscience qui nous permettent de changer? Qu'est-ce qui, toi, t'a fait prendre conscience à un moment donné qu'il fallait que ta société
elle a un impact positif sur l'environnement et la société? Bah, je pense que c'est à force d'écouter, en fait, à force d'entendre, bah, le réchauffement climatique, l'avenir demain. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a il y a des images qui me choquaient, quoi, où je me disais: «Mais où on va?» et ça me faisait même, flipper, en fait, et mais même personnellement, enfin, je sais pas, plus jeune, je consommais, énormément, dans les vêtements, dans plein de choses et à force d'entendre tout ça, je me suis dit: «Mais il y a un problème». J'ai lu des livres, j'ai lu des articles, des trucs, assez simples et basiques, hein, parce que je suis pas du tout experte là-dedans. Enfin, c'est juste de la culture, personnelle et j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit: «Mais je peux plus». Donc je crois que la prise de conscience, j'ai d'abord eu dans ma vie, perso, où j'ai essayé de changer mes habitudes de consommation. Franchement, c'est pas simple, hein, faut pas se mentir, hein. C'est simple, je pense, pour personne. Et j'essayais du coup, ben, je voilà, dans mon entourage, j'essayais aussi de partager ça. Et après, en fait, je me sentais en décalage. J'allais dans ma boîte et j'étais là: «Mais en fait, tu fais des raisonnements en perso et puis tu arrives dans ta boîte, où tu ne le gères pas, où tu fais pas attention à tout ça». Donc c'était tellement, en opposition à ce que j'étais dans ma vie personnelle que je me suis dit: «Bah, voilà, je veux être alignée partout, quoi. Il faut changer les choses chez Axidoc aussi». Tu le ressens ça chez certains confrères ou c'est d'autres dirigeants d'entreprise qui a cette dissonance entre mes convictions personnelles et la manière que j'ai de gérer mon entreprise? Alors moi, dans mon secteur, moi, je me sentais plutôt un extraterrestre dans mon secteur, d'activité. J'ai pas l'impression qu'il y a cette conscience-là dans ce secteur. Dans d'autres activités, oui, moi, enfin, je pense que j'ai des amis, autour de moi ou même, sans être chef d'entreprise, mais en étant salarié, à un moment donné, ont des déclics et disent: «Mais moi, je peux plus, en fait. Je peux plus être dans cette boîte parce que, c'est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire et je m'en vais et je fais autre chose» et voilà et moi, je trouve ça bien, en fait, hein. Si on n'arrive pas à se faire entendre en interne, je trouve ça bien, d'aller bosser, dans une autre structure, qui est plus alignée à nos valeurs et à notre façon de voir, la vie, quoi. Oui, puis c'est un levier de changement Oui, qui est fort. c'est On des se rend petits compte coups d'éclat, quoi. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter, qui n'ont toujours pas compris que peut-être leur Mmh. difficulté de recruter, c'est qu'elles n'étaient pas du tout alignées avec les attentes extra-financières, parce Oui. qu'on n'est pas forcément que là pour chercher un salaire. Et toi, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément compris parce que tu étais plutôt dans je veux juste que l'entreprise, elle soit dans mon alignement en tant que citoyenne engagée, Mmh. respectueuse. Et c'est pas forcément quelque chose que tu as fait pour en faire un levier d'attrait de collaborateurs, de fidélisation. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens dans tes équipes, euh, surtout que tu as pris bah, les rênes de l'entreprise, il n'y avait pas forcément ces convictions-là au démarrage. Est-ce que tu sens que dans ton équipe, il y a une adhésion, une sorte d'épanouissement de faire partie de ce projet-là, une fidélisation peut-être autour de ces enjeux-là que tu traites? Mais oui, alors déjà, je pense que du coup, tu recrutes des gens qui sont alignés avec ça. Parce que typiquement, dans les entretiens de recrutement, on partage un peu les valeurs et on essaie de voir si le candidat qu'on a en face, il est en adéquation avec tout ça. Donc en fait, on a tellement tout changé dans l'entreprise, même les entretiens de recrutement, la façon de recruter, etc., que je pense qu'on a des collaborateurs qui globalement nous ressemblent et adhèrent au projet. À l'inverse, quand l'entreprise a changé, j'ai aussi eu des départs, forcément, des gens qui se sentaient pas alignés avec ce qui était en train de se passer et qui sont partis. Et en fait, moi, ça me va parce que de toute façon, ça sert à rien de nager à contre-courant. Enfin, moi, je préfère avoir en tout cas une grande majorité plutôt alignée et tant pis, remplacer et c'est pas grave ça, voilà. Donc oui, je pense que je sais pas si ça donne de l'attraction à mon entreprise. J'ai du mal à mesurer ça. J'ai même peut-être jamais posé la question, mais en tout cas, on recrute du coup des personnes qui adhèrent à ça, ça c'est sûr, qui adhèrent à ce projet-là. Mais du coup, si c'est des gens qui adhèrent à un projet d'entreprise, on parle de culture d'entreprise, on est quand même en droit de se dire que c'est des gens qui vont être là plus longtemps. Je sais pas, je sais pas. Je pense que ça dépend. Alors moi, j'ai une grosse partie, de personnes qui sont des commerciaux,
Enfin, pour moi, le commercial reste une personne volatile, quoi qu'il arrive. Et en plus, le commercial enfin, je fais pas de généralité, j'étais commercial avant, il y a aucun souci, mais ils sont peut-être moins en adéquation avec tout ça, moins sensibles à tout ça. Alors, il y en a, bien sûr, il y en a, mais je vais pas dire chez Axidoc, il n'y a pas de turnover, ça a pu se fidéliser, etc. Moi, j'ai des équipes administratives, techniques, support, etc., qui sont très fidèles, mais j'ai encore des choses qui bougent au niveau des commerciaux, et malgré tout ça, on a encore de la volatilité là-dessus, hein. Je sais pas si j'ai du mal à croire ça. Je me dis maintenant c'est un changement aussi de la société. Je suis pas convaincue que les gens ils aient envie de rester maintenant très longtemps dans des structures, à moins de s'y associer réellement ou autre. Mais je pense qu'il faut l'accepter ça aussi. C'est difficile parce que c'est dur de recruter, de former, etc. Mais je sais pas, je pense qu'il y a un changement dans l'état d'esprit des gens qui fait que ben, ils ont plus envie de voilà, c'est mon expérience, c'est mon moment à l'instant T chez Axidoc, mais demain j'ai envie d'autre chose et c'est pas grave, je suis à l'aise avec ça et en fait vaut mieux qu'on soit à l'aise avec ça aussi parce que sinon c'est dans la douleur quoi, constamment. Donc là, ce que tu nous conseilles, à tout le monde, mais surtout aux collègues dirigeants, aux dirigeantes, c'est déjà de préparer dans leur organisation, d'anticiper le fait que les gens vont partir. Ouais, franchement, alors c'est très personnel, mais c'est de l'observer où je me dis parfois voilà, et de discuter avec des gens qui s'en vont. Par exemple, quand quelqu'un dit chez moi, bon, ben, je m'en vais, on discute, il s'est passé quoi, qu'est-ce qui fait que. Et en fait, voilà, c'est des évolutions dans leur vie, pro, perso, qui font qu'à un moment donné, ils ont envie d'autre chose. Et je trouve que la société, elle évolue un peu comme ça, quand même, enfin, sur beaucoup d'aspects, bah, c'est des séquences de vie comme ça et on change et je crois qu'il vaut mieux l'accepter et il vaut mieux l'anticiper parce que sinon c'est très violent dans les structures. Enfin, le départ d'un collaborateur dans une TPE ou dans une PME, enfin voilà, il faut absorber le travail, il faut retrouver quelqu'un. Le recrutement c'est pas évident. Donc ouais, je pense qu'il faut peut-être intégrer ça. Moi, c'est un truc que je suis en train d'intégrer en tout cas. Il y a de l'avenir dans les métiers du recrutement, du coup. Oui, ça c'est sûr. OK. Euh, on a abordé, du coup, cette thématique je qualifie de dirigeante engagée. Qu'est-ce que tu peux dire aux dirigeants, dirigeantes qui aujourd'hui ne se sont pas appropriés ce besoin qu'on a tous d'avoir des entreprises engagées? Bah, je leur conseille de s'ouvrir à ça, d'échanger avec des chefs d'entreprise qui sont engagés, qui ont mis des choses en place, etc. Parce que je pense que c'est un déclic à avoir en fait. Et encore une fois, on l'a dit, enfin, je l'ai dit en tout début d'entretien, mais quand on est dans notre quotidien et qu'on est sous l'eau avec tous les problèmes qu'il peut y avoir et la masse de travail, etc. Enfin, ça peut être plutôt naturel de se dire bon, enfin, c'est bon, l'engagement et le reste, ça va quoi, j'ai autre chose à gérer. Enfin, je pense que ça peut se comprendre. Donc, je les invite à, je sais pas, aller dans des présentations, à lire des livres, à lire des articles, à échanger et à un moment donné avoir ce déclic-là. Après, je sais pas, moi, je rêve qu'il y ait des choses en place. Je sais pas, des syndicats d'entreprise, l'État, je sais pas, des assos qui mettent en place des petits systèmes d'apprentissage ou quoi pour que tout le monde ait ce déclic-là. Parce que je pense qu'il y a un défaut de connaissance. Les gens sont pas au courant ou ne prennent pas le temps de s'y intéresser, se disent, oh, mais ça, c'est le truc du moment, ça passera comme le reste. Et puis voilà, quoi. On est quand même maintenant dans une ère où on sait que c'est pas un truc qui va passer comme ça. Ah, ça, c'est sûr, oui. Pour la majorité, on aura toujours Mm. quelques gens adeptes de la théorie du complot, hein, Ouais. ça, on n'y peut rien. Moi, tu penses qu'il y a aussi peut-être des programmes scolaires à changer, peut-être Oui. des symboles de réussite à modifier à la télé, dans les pubs, dans les choses comme ça. Mm. Là, ça va au-delà du monde de l'impression. Et toi, déjà, dans ton environnement, avec ton entreprise, tu peux déjà contribuer à ce changement-là. Euh, Tu as parlé à un moment donné de difficultés à créer des gammes reconditionnées. Mm. Comment c'est possible en 2024, avec tout ce qu'on a pris en
pour être un peu vulgaire dans la gueule ces dernières années, qu'une dirigeante, patronne de boîte qui a envie de créer quelque chose qui va pas forcément changer grand-chose à la consommation, mais va quand même changer les choses sur le fait qu'on peut réutiliser des matériaux pour créer des solutions. Ça semble être quand même plutôt une des réponses aux besoins qu'on va avoir demain. Mm. Comment c'est possible qu'en 2024, ce soit compliqué, que ce soit pas plutôt une démarche qui soit soutenue, financée, encouragée? euh, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce point-là? Parce que je suis un peu interloqué que ce soit difficile. Alors, je pense que ça part des constructeurs hein, de matériel d'impression, quel qu'il soit. Mais en fait, ils donnent une durée de vie hein, finalement au produit. Et en fait, c'est la difficulté. Demain, il a été 5 ans chez un client, le copieur, par exemple. C'est la durée moyenne chez les clients. Dire on va le replacer 5 ans de plus, on n'a pas la garantie, par exemple, du constructeur de se dire que dans 5 ans, il y aura encore des consommables pour ce matériel, des pièces, etc. Parce que, oui, ils vont sortir une nouvelle gamme, et puis bon, quand la nouvelle gamme est là, c'est pas la peine d'aller produire le reste, et parce que ce secteur d'activité a toujours été comme ça. C'est économiquement parlant, ça s'est toujours passé comme ça. Donc c'est très difficile de dire, mais non, mais moi je veux le mettre 5 plus 5, je veux mes pièces, mes consommables, et pouvoir assurer le service à mon client jusqu'au bout. Donc là, il y a une organisation, en fait, dans ton domaine, je pense que c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Je pense. Ouais, ce côté un peu industriel, où de toute façon, on a paramétré une durée de vie courte pour pouvoir reproposer des solutions. Est-ce que vraiment les imprimantes, elles changent d'une année après l'autre? Est-ce qu'on a besoin demain d'avoir, allez, j'ai pas 500 pages minutes, j'en ai 550, ça paraît tellement pas du tout aligné avec les besoins qu'on a. Mais toi, c'est ce que tu ressens aujourd'hui, d'ailleurs c'est la réalité que tu partages. Mais alors dans ce cas-là, t'es pas venu les emmerder un peu quand t'as proposé ta gamme reconditionnée? Ils t'ont pas dit, oh Astrid, là, tu fous un peu la merde dans le business model. Déjà que tu demandes aux gens d'imprimer moins de papier. Maintenant, tu veux qu'on vende moins de nouveaux produits. Non, moi, le constructeur avec qui je bosse m'a quand même accompagnée. Franchement, ils ont été assez ouverts, ils ont trouvé ça novateur, etc. Donc non, ils m'ont pas embêtée, ils m'ont pas, voilà. Mais d'ailleurs, la marque avec qui je bosse en priorité fait moins de changements de gamme de produits, etc. Donc historiquement, ils ont toujours été dans une démarche assez RSE, etc. Donc je pense que ça les choque moins. Mais en fait aussi, le matériel d'impression, il n'y a pas que les constructeurs qui se disent bon, je veux lancer mon nouveau produit et donc je ne veux pas continuer à fabriquer les pièces de l'ancien. On est très dépendant. Le matériel d'impression, c'est au milieu d'un environnement informatique chez le client. Tu m'as posé la question là juste avant. Est-ce qu'une imprimante, on a besoin de la renouveler autant? Sur le papier, je te dirais que non. Mais en fait, quand tu as les systèmes informatiques de ton client qui évoluent, il y a une incompatibilité de logiciels entre le nouveau ordinateur mis en place, parce que ça se change très souvent, ça aussi, et l'imprimante qui a peut-être 5-6 ans et qui est plus compatible et ça communique plus. Et là, t'as pas le choix, t'as pas d'autre choix que de le changer. Donc c'est tout un écosystème en fait qu'il faudrait. Ouais, l'obsolescence programmée. Oui, alors nous dans les copieurs, il n'y a pas d'obsolescence programmée. C'est de dire, par exemple, moi, la marque avec laquelle je travaille dit, nous on garantit que le produit, il a une durée de vie d'au moins 10 ans, ce qui est franchement pas mal sur nos secteurs d'activité, c'est plutôt rare. Mais donc il n'y a pas d'obsolescence programmée parce que de toute façon on apporte un service au client, on fait de la maintenance. Donc nous, le truc qui casse et qu'il faut racheter, ça y est pas dans nos métiers, heureusement. Et c'est très bien comme ça. Mais par contre, le système informatique du client, peut-être l'ordinateur qui lui a une obsolescence programmée, le client va le changer, et ça va plus marcher avec l'imprimante, et là, oui, il faut changer l'imprimante. Alors est-ce que c'est pas un peu bullshit du coup? Est-ce qu'on se dit pas, on n'est pas dans une posture où ah si, nous on est vertueux, on fait des trucs qui durent 10 ans, mais comme malheureusement vos ordinateurs changent, on est obligé de changer. Peut-être. Peut-être que j'en sais rien, moi, ce qui se passe, je suis pas au niveau des industries et voilà, mais c'est un global et je pense que ces grosses industries qui fabriquent du matériel d'impression comme du matériel informatique, etc., ils sont pas prêts comme les téléphones portables. Enfin bon, voilà,
C'est toujours le nouveau produit, la nouveauté, etc. Enfin, franchement, ils sont loin de proposer un système de reconditionner. Et voilà, là, c'est les industries qu'il faut changer, mais c'est un gros boulot. Et à mon avis, c'est un boulot politique, là. Enfin, voilà, il faut. Tu crois, toi, aux politiques qui va nous aider à sortir de là? Non, je crois pas qu'il va y avoir une politique qui. Mais je me dis, je sais pas qui peut le faire d'ailleurs, en fait. C'est qui peut faire ça, en fait. Les grosses industries, etc., finalement, gouvernent un peu le marché, le capitalisme, la mondialisation. Qui peut être au-dessus d'eux pour leur dire, bon, maintenant, ça suffit, faut faire autre chose? J'en sais rien. Franchement, c'est une question qui est compliquée. J'ai pas du tout la réponse. Je vois pas comment ça peut changer. Nous, en tant que consommateurs de solutions d'impression, à part aller chez Axidoc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que la structure qui nous accompagne là-dessus, elle change? En fait, je pense que les clients, il faut qu'ils soient demandeurs, comme d'ailleurs on l'est à titre perso. Je pense que tous les trucs là, il y a quand même beaucoup d'innovations dans le textile, dans l'agroalimentaire sur ça, hein, des entreprises qui se sont engagées, qui se sont transformées. Je pense que c'est parce qu'à l'origine, il y a une demande de clients. Donc nous, dans le matériel d'impression, on travaille qu'avec du B2B. Le B2B, ça a moins de résonance que du B2C, par exemple. Mais si chaque entreprise, quand elle voit son fournisseur, Tu t'adresses à toute la population. je B2B, m'adresse, B2C, c'est quoi? voilà. Parce que là, c'est Pardon. les termes Ben, nous, on travaille qu'avec des entreprises. B2B, c'est B2B, business to business. Entreprise, c'est tout, vers l'entreprise qui entreprise. parle avec l'entreprise. Et Voilà. B2C, c'est Business to consumer. Donc, toi et moi, qui achetons notre baguette de pain ou notre d'accord, jean. l'entreprise qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. C'est Exactement. ça. Ok, Exactement. merci. Donc, je t'en prie. Donc, enfin, je pense qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de résonance sur les réseaux sociaux, sur plein de choses, et ça a fait bouger des entreprises qui s'adressent aux clients classiques. Par contre, là, les entreprises, ben, ouais, quand vous recevez votre fournisseur de matériel d'impression, mais ça peut être un autre fournisseur, il faut le challenger. Il faut lui dire, mais du coup, c'est quoi mon volume d'impression? Vous proposez quoi pour ma compagnie? C'est quoi la consommation électrique de mon matériel? Vos innovations produits, elles proposent quoi? Est-ce qu'il y a une réduction de la consommation? Est-ce qu'il y a une réduction, je sais pas, est-ce qu'il y a des consommateurs plus grands qui font qu'on évite de les changer, et donc de faire tout un circuit qui pollue, etc. Faut challenger comme l'ont fait les consommateurs lambda pour d'autres choses. Oui, c'est peut-être tu vois, j'ai peut-être la réponse à ta question d'avant, mais c'est peut-être le consommateur qui peut être acteur du changement. Allez, tous ensemble, portés par la proposition d'Astrid, on va aller faire Voilà. des remarques à nos partenaires d'impression. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. Tu parlais de choses que tu as mises en place dans l'entreprise. Alors, tu as listé quelques éco-gestes. Bon, l'important, c'est pas de faire la liste de ces éco-gestes. Euh, Où tu trouves l'inspiration de mettre en place ces choses-là? Bah, je regarde autour de moi. Je copie-colle origami. Non, je rigole. Non, non, mais j'observe. Je sais pas. Je discute. Je regarde sur LinkedIn des choses. Euh, Mais par exemple, tu tombes sur une ligne, sur un truc, tu dis, oh, ça, je le veux. Bah ouais, je sais pas. Tu fais ton shopping d'éco-gestes. Ouais, c'est un peu ça en fait. Il y a des trucs qui peut-être me viennent naturellement, mais je crois que tout ce que j'ai mis en place, c'est à force de discuter, même parfois avec des personnes, des collaborateurs en fait. Ah, j'ai fait ça chez moi, ou un tel a fait ça, et puis hop, ça fait son bout de chemin, et on essaie de mettre en place. C'est vraiment de l'échange et ouais, et de stalker un peu sur les réseaux ou quoi. Stalker. Je dois traduire ça aussi. Bien sûr. Non, mais c'est d'observer. On observe le monde autour de nous, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'éco-gestes pour le côté environnemental. Il y a quand même pas énormément de choses pour le côté social. Toi, tu as indiqué à un moment donné que tu faisais des choses pour l'humain, sur le social. Et là, moi, je suis intéressé à ce que tu nous partages un peu ce que tu fais pour cette partie-là.
Alors, qu'est-ce que je fais pour ça? C'est des petites choses aussi, mais bon, déjà, on essaie d'avoir dans le management, on a complètement changé le management de l'entreprise qui était plutôt, je sais pas, pour moi, un management à l'ancienne, voilà, un peu trop. C'était quoi, le grand patron au-dessus Ouais, et non, puis bah, non, je veux pas les dire que. employeurs. Non, c'était pas ça, mais c'est le métier qui veut ça aussi. C'était un management un peu à la dure, etc. Donc, nous, on essaie d'être très proche des équipes. On a des managers de proximité qui sont en échange constant avec les équipes, etc. Enfin, rien que ça, ça fait un peu bébé de dire ça, mais moi je trouve que c'est pas l'échange et la com, c'est hyper important et que un collaborateur il se sente à l'aise de discuter avec son manager ou avec moi ou avec mon associé. Voilà, on essaie d'avoir vraiment cette ouverture où les bureaux, ils sont ouverts, on peut venir poser une question, on peut échanger, on peut venir donner une idée, il n'y a pas de souci. Ça, on a changé. On a changé la façon de recruter. Pareil, moi, je trouve les entretiens de recrutement, quand je suis arrivée, c'était l'entretien de recrutement avec les questions qui mettent à Les mal. trois défauts, les trois qualités, des choses Ouais, comme qui ça. sont. Alors que là, on essaie plutôt d'avoir une discussion. En fait, on présente la boîte et puis on échange. D'ailleurs, alors c'est vraiment ça pour le coup. Les candidats nous le disent souvent à la fin de l'entretien. On leur demande, vous en avez pensé quoi? C'est quoi votre sensation? Ils disent, ben c'est rare qu'on fasse des entretiens comme ça. Donc on a changé ça. Donc ça me fait plaisir quand je l'entends parce que voilà, le but c'est que la personne elle se sente à l'aise. On n'est pas des tyrans, enfin on est des humains, hein. Voilà, il n'y a pas de ça. Bon, on a aménagé des espaces qui sont dans l'entreprise, qui est une entreprise plutôt agréable, avec des locaux sympas, etc. On fait beaucoup d'événements internes à l'entreprise pour essayer de renforcer l'état d'esprit d'équipe, l'échange un peu plus informel, quoi, que quand on est au boulot et que voilà. On a mis en place du télétravail pour permettre aux gens d'être aussi chez eux, de s'éviter les allers-retours. Voilà, on est plutôt souple là-dessus. Nous sommes en pleine étude de la semaine à 4 jours et on aimerait vraiment le mettre en place dans le groupe. Bon, voilà, on essaie de faire un maximum de choses pour que un collaborateur se sente le mieux possible dans la structure. Après, je fais pas le monde des bisounours, le mieux possible pour moi, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est dans l'intérêt du développement du groupe et de l'avancée du groupe parce qu'en fait, il faut que Axidoc soit toujours là pour que les collaborateurs aient un employeur et voilà. Mais ça, je fais vraiment passer, quoi, aussi. C'est-à-dire, j'explique, on est assez transparent sur les chiffres, sur les idées qu'on a les développements qu'on a envie d'apporter, etc. Et puis, on essaie de trouver un compromis, ouais, dans le dialogue. On implique beaucoup les managers, voilà. Voilà. Bon, en gros, ce que tu nous racontes, et ce que tu as mis en place, c'est de recréer du lien social avec tes équipes, de casser cette image de subordination, parce que, bah oui, il y a des gens qui prennent des décisions, mais en fait, si l'entreprise va bien, ça va bien pour tout le monde. Mm. Super. Semaine de 4 jours, bon, nous, tu connais notre positionnement là-dessus, bien Mm. évidemment. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait dire un jour, ah, ça serait bien qu'on regarde si ça peut se faire? Parce que on est d'accord que toi, tu ne passeras jamais 4 jours sur une semaine. Non. J'aimerais bien, mais non. C'est d'avoir vu des gens le mettre en place, donc toi et d'autres, enfin typiquement des clients l'ont mis en place, c'était super intéressant. Ça nous est arrivé 2-3 fois, on était à un rendez-vous client. Ah, on est en train de mettre en place la semaine à 4 jours dans des secteurs d'activité que je n'aurais jamais soupçonné, un cabinet d'avocats, une office notariale. Donc je me dis mais c'est fou quoi, c'est possible et puis vraiment dans ces métiers-là, je l'aurais jamais imaginé. Et après, je me suis dit, mais quand même, 4 jours pour un salarié, c'est génial. Enfin, se dire que soit tu as ton mercredi, ou un jour dans la semaine, peu importe, ou un week-end de 3 jours, je trouve ça hyper confortable. Donc, je me dis, ben, pour le salarié, c'est un gros avantage. Et pour le coup, j'ai envie de croire que ça peut être un outil de fidélisation. Et c'est ça aussi qui m'a fait dire, OK, des gens autour de moi le font. Je pense que pour un collaborateur, ça peut être un gros confort et ça peut le fidéliser.
faut l'étudier, quoi. Donc, on en a parlé en réunion avec les managers. On a fait un sondage de tous les collaborateurs en disant est-ce que vous serez pour, est-ce que vous serez contre? La majorité a dit plutôt pour, ce qui est une bonne chose. Donc là, on est en plein dans l'étude de voir, en termes d'organisation, comment on peut le mettre en place. Tu partirais sur des semaines de 4 jours avec du coup 32 heures de travail par semaine. Tu garderais les 35 heures. Je garderai les 35 heures. Qu'est-ce qui a amené des gens à dire non? Typiquement ça. C'est-à-dire que quand tu gardes les 35 heures, sur les 4 jours où tu bosses, il y a une amplitude horaire qui est quand même assez importante par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il y a eu ça. Il y avait la question du télétravail. Moi, dans la semaine à 4 jours, ce qui me fait peur, tu as dit, en fait, tu as recréé le lien, oui, mais du coup, ce qui me fait peur dans une semaine à 4 jours où personne n'aura le même jour, enfin, en tout cas, pas tout le monde en même temps, c'est le choix qu'on fait chez nous, on n'a pas le choix parce qu'on doit un service continu à nos clients, c'est de couper le lien donc, entre le télétravail. La semaine à 4 jours, j'ai dit aux collaborateurs, quand on a fait le sondage, attention, le télétravail va pas être géré de la même manière qu'il est géré aujourd'hui. Et il y a des gens que ça dérange, du coup. Donc voilà, c'était ça les 2 grosses objections qu'on a eues sur les gens qui n'étaient pas pour. En tout cas, toutes les études prouvent aujourd'hui, enfin, toutes les études, c'est pas comme si on avait des millions, mais que tu as un énorme gain en termes de fidélisation, en termes de taux d'absentéisme. Et ça, c'est des sujets qui sont souvent oubliés par le dirigeant et dirigeante, comme tu le dis, qui a la tête sous l'eau. Donc, il se rend pas compte que de passer du temps à former, de passer du temps à recruter, c'est du temps où soit il se repose pas, Ouais. soit il déstresse pas, soit il part pas au Pérou, par exemple, ou soit il développe pas sa boîte. Mais bravo, en tout cas, parce que c'est bien de voir que des entreprises se réapproprient l'urgence sociale avant l'urgence environnementale. On a souvent tendance à oublier que si on ne s'occupe pas bien de l'humain, on peut faire ce qu'on veut avec les arbres, le papier, etc. Il faut d'abord qu'on prenne soin du vivant. Il y a un truc dont on ne parle pas là. On est sur un podcast qui s'appelle Et demain. Du coup, la question principale de ce podcast, Astrid, c'est et demain, ton métier, demain, ton secteur d'activité, demain, toi en tant que dirigeante ou personne, comment ça va se passer? Je pense qu'il y aura des gros changements dans le secteur d'activité dans lequel je suis, du matériel d'impression, parce qu'on est vraiment aux prémices, nous, pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je crois qu'il y aura une transformation déjà dans la fabrication des produits, avec des produits qui impactent beaucoup moins l'environnement lors de la production. Ça, j'y crois vraiment. Je pense que le système de reconditionné va se développer, c'est certain, parce que les clients le demandent. Parce que là, pour le coup, en tout cas, l'État, les collectivités, etc., maintenant ont des obligations là-dessus. Donc, par la force des choses, on sera obligé d'y aller. Et je pense que oui, en fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements parce que les entreprises comme les miennes aujourd'hui, comme la mienne, pardon, aujourd'hui, soit elles se réinventent et elles changent et elles se diversifient et elles intègrent toute cette nouveauté, ce conseil auprès des clients, ce management un peu différent et elles perdurent. Soit je pense, franchement, je ne vois pas d'avenir pour les entreprises qui ne changeraient pas. Et du coup, ça risque de bouleverser complètement le marché, quoi, parce que celles qui restent vont, du coup, gérer, voilà, les clients qui auront été délaissés par l'entreprise qui n'a pas réussi à se transformer. Et voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. On est déjà sur un marché qui se consolide beaucoup, où il y a de moins en moins d'acteurs, etc. Et là, dans la transformation, les gens qui prendront pas la transformation, à mon avis, ça va être compliqué. La consolidation dont tu parles, c'est un truc qu'on retrouve dans énormément de secteurs aujourd'hui. Tu ne penses pas qu'elle dessert un peu les intérêts des clients et justement les intérêts même du vivant, d'une manière générale? Ouais, c'est vraiment très présent. C'est très impressionnant le nombre d'acteurs qu'il n'y a plus autour de nous aujourd'hui. Ça dessert parce que de nouveau, tu as la grosse entité en face du client qui a, oui, certes, des agences partout, mais
Je pense qu'en termes de service client, de proximité, du coup, on perd complètement tout ça. Pas parce qu'ils en ont pas envie, mais parce que par la taille, à un moment donné, c'est quand même compliqué de... T'es difficilement challengeable Aussi, sur ton secteur, dans ta zone. oui, C'est-à-dire que aussi. si tu n'en as rien à foutre de l'environnement et de l'humain, de toute façon, j'ai besoin de solutions d'impression, donc je vais bosser Ouais, c'est clair. avec la boîte. Et qu'est-ce qui explique là qu'il y a autant d'acteurs qui disparaissent? Eh ben, c'est des rachats, hein, vraiment. Hein. C'est à un moment donné un ou deux acteurs qui Ouais, donc se... c'est pas des acteurs qui disparaissent parce qu'ils se sont pas forcément Non, on n'a pas adaptés. ça. C'est quoi? C'est des petits qui sont un peu fatigués d'être seuls et qui veulent Mm, mm. prendre un chèque à un moment donné. Oui, oui, mais il y en a beaucoup. Hein. Vraiment, c'est là, ces dernières années, ça a été énorme. C'est en train de ralentir. Et donc, du coup, je pense que la vague d'après, il en reste encore des acteurs comme nous. Voilà, PME, il y en a encore quelques-uns, quoi. T'as Euh, pas fait de croissance externe ces derniers temps ou c'est pas si, j'ai fait une croissance externe ouais. l'année dernière et je l'ai fait sur un nouveau métier qui était la téléphonie et l'informatique parce que je voulais absolument l'internaliser Ok. et le prendre en interne, quoi. Parce qu'on s'appuyait sur des fournisseurs, des sous-traitants et moi je voulais pouvoir tout maîtriser pour que ça ait la patte Axidoc et on a racheté une structure là-dessus. Ouais. Demain, tu as dit que les entreprises qui ne prendraient pas en compte les enjeux sociaux et environnementaux seraient certainement les entreprises qui seront les premières à tomber. Euh, Dans le premier podcast, on a reçu Eric Blin. Mm. Il nous a dit que tu avais d'ailleurs écouté. Merci pour l'audition. J'en profite d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le dire. Si vous écoutez le podcast et qu'il vous plaît, merci de le noter. Ça fait 3 fois que je dois le dire, 3 fois que je l'oublie. Mais voilà, notez-le, ça nous sert pour la visibilité. Allez, fin de l'instant autopromo. Eric, on discutait là-dessus aussi. Il expliquait que, en fait, il y a aussi beaucoup d'opportunités. C'est ce que j'essaie de dire des fois aux étudiants quand je suis sur la casquette enseignant, de dire arrêtons de voir le côté dramatique. Parce que certes, il y a ce côté dramatique, mais vous voyez aussi l'opportunité qu'on a d'être des super-héros, quoi. C'est-à-dire, moi, quand Mm. j'étais gamin, j'avais d'être un super-héros. Quel enfant de ma génération a pas eu la figurine Batman, Superman, un truc comme ça. Et là, pour le coup, on peut vraiment être des super-héros parce qu'on peut mettre en place des choses qui vont vraiment sauver le monde. Tu Mm. vois, et à notre échelle, bien évidemment. Mais ton échelle, plus la mienne, plus celle de tous les autres autour, c'est ça qui va faire le changement. Du coup, euh, ces entreprises-là qui prennent pas en compte les enjeux environnementaux et sociaux demain vont disparaître. Eric le disait, hein, je reprends un peu, mais qu'il y a plein d'opportunités. Est-ce que la réglementation aujourd'hui dans ton domaine, elle va dans ce sens-là? Ça commence, oui, ça commence. Il y a beaucoup de réglementations. Ben, je le disais tout à l'heure, mais maintenant, les marchés publics ont l'obligation de demander X% de reconditionné selon la taille de la collectivité. Je trouve que c'est quand même une belle avancée. Il y a beaucoup de réglementations autour de la dématérialisation. On pousse les structures. Ben, il y a la loi de facture électronique qui arrive. Il y a plein de choses comme ça. Donc oui, après, bon, ça va pas assez vite. Ce qui me manque, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la production. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas assez de règles sur aujourd'hui, une imprimante, elle doit être faite à 90% avec des matières recyclées, avec, je sais pas, qu'on contrôle ça. Ça, aujourd'hui, c'est pas, non, c'est Ouais, pas, on rajoute des petits trucs, on rajoute un peu de vernis ou des oui. petits pansements sur une jambe cassée et on Mm. s'attarde pas au vrai problème qui est la jambe est cassée, quoi. Bah oui, la production, quand même, ça a un fort impact, quoi, forcément. Est-ce que tu auras un conseil à donner à ceux qui nous écoutent à appliquer dès demain, que ce soit dirigeant, tu peux t'adresser à qui tu veux, tu peux même sélectionner une cible précise. Si j'ai un conseil à donner, non, mais si j'ai un conseil à donner, c'est que, en tout cas, quand on a des convictions, quand on a des valeurs, etc., et qu'on soit salarié ou chef d'entreprise, peu importe, ou étudiant ou quoi, je pense que, enfin, faut foncer, il faut aller au bout, faut vraiment communiquer là-dessus, et si on se sent pas, si on est dans une situation pro ou autre qui colle pas,
il faut prendre son courage à deux mains et il faut foncer, faut changer, quoi. Il faut toujours l'alignement avec soi et avec nos valeurs et avec notre façon de fonctionner. Je pense qu'elle est primordiale et on oublie souvent. Moi, la première, hein, j'ai passé des années à pas être alignée, voilà. Mais je pense que c'est hyper important. Super. Voilà. Merci Astrid. Merci Simon.